quand j'ai lancé cette idée-là, tout de suite, à l'époque, c'était oula, mais non, mais ça marche qu'aux États-Unis. Il y a que les Américains pour faire ça, pour faire les fous devant la caméra. On se rend compte que à la première cam, en fait, tout le monde utilise à fond, quoi. Enfin, et c'est devenu le produit phare. Et les gens sont plein de croyances par rapport au fait que le sportainment, c'est culturel. Qu'il y a des trucs que les Américains font que les Français ne feraient pas, ou les Européens. C'est complètement faux. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer, en fait. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Guergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que je reçois dans le podcast. Gaël et Florian travaillent tous les deux au club de basketball féminin du Tango Bourges Basket, un club qui évolue dans l'élite nationale et qui vient tout juste de décrocher un énième titre européen. À l'origine, ce qui a déclenché l'envie chez moi de faire cet épisode avec eux est une publication que Gaël a diffusée sur son compte LinkedIn, une activation qu'ils ont développée en interne qui s'appelle la Simbacam, une idée inspirée et adaptée de la célèbre Kisscam. C'est pour cette raison que j'ai voulu évoquer avec lui et Florian le sujet de la théâtralisation des matchs et d'en savoir un peu plus sur la façon dont ils étaient organisés en interne. On évoque aussi la proactivité, élément important d'un partenariat, et les relations avec les partenaires en prenant l'exemple de McDonald's, un partenaire qui s'investit pleinement dans le partenariat avec le club. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute! Bonjour Gaël, bonjour Florian, comment allez-vous? Oui Mathieu, ça va, et toi? Moi ça va bien. Gaël, tu vas bien? Ouais, moi ça va super, impeccable. Alors je suis content de vous recevoir particulièrement sur le podcast Fanstriker parce que le Tango Bourges Basket, vous personnellement je sais je vous vois souvent liker des publications, suivre ce que Fanstriker fait, etc. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'on puisse échanger, qu'on puisse vous donner la parole sur ce que vous mettez en place au club. Est-ce qu'on peut démarrer avec un petit tour de table et de présentation? Allez, avec plaisir. C'est la parole aux anciens. Donc moi, c'est Gaël Bro. Je suis chargé de communication du Tango Bourges Basket. J'ai 28 ans. Je suis originaire de Quimper en Bretagne. Comme Florian, je suis sûr qu'il va dire la même chose. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis au Tango Bourges Basket. Et donc moi je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et je suis sur Bourges depuis un petit peu moins de temps. Je suis arrivé en début de saison en provenance de Bretagne également et je m'occupe de la partie logistique et événementielle sur le club. Le club, justement, bonne transition. On va parler donc du club, donc du Tango Bourges Basket. Et c'est un peu particulier parce que déjà on parle d'un club de basketball féminin et en plus c'est un club en termes de résultats sportifs qui est assez bien installé, on va dire, parce que récemment les filles sont devenues championnes d'Europe. L'historique sportif du club, il est aussi pas mal. Et est-ce que vous pouvez donner des éléments de contexte pour nos auditeurs de façon à ce qu'ils aient une vision un peu d'ensemble de la situation dans laquelle vous évoluez? Comme tu l'as très bien dit, c'est un club qui est historique dans le basket français. Et je dis basket français et pas basket féminin français, mais bien basket français. Puisque c'est le détenteur du record de titres nationaux en Ligue féminine de basket avec 14. C'est 5 Coupes d'Europe, dont 3 Euroleague, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, l'équivalent de la Ligue des champions au foot. À côté de ça, ça a été un club qui a été précurseur dans sa structuration. Ils ont très vite travaillé l'extra-sportif, ce qui a notamment permis la rénovation du Palais des Sports du Prado, depuis lequel on parle aujourd'hui, qui est une salle avec une capacité de 5027 places. Et pour faire tourner tout ce petit monde, on a une équipe de 9 salariés qui œuvrent au quotidien avec un budget de 3,5 millions, avec, pour être précis, 2 tiers de partenariat privé et 1 tiers de partenariat public. Ce budget de 3,5 millions, pour être transparent par rapport à l'ensemble du championnat, il se situe comment? Et dans la fourchette haute, parmi les plus hauts en fait, avec Lyon et Basketland aujourd'hui. Ce qui m'a motivé dans un premier temps à faire qu'on soit ensemble aujourd'hui pour pouvoir échanger, c'est une publication sur LinkedIn qui a été diffusée. Je ne sais plus si c'était toi, Gaël, ou Florian qui l'a diffusée sur LinkedIn. Je crois que c'est toi, Gaël, d'ailleurs. Ouais, c'est moi. On va parler de la Simbacam. C'est intéressant parce que ça mixe plusieurs choses. La première, c'est une adaptation de la dance cam que l'on connaît aux États-Unis. Et l'autre chose, c'est la co-construction avec un partenaire, donc en l'occurrence McDonald's. Est-ce que Gaël, tu peux nous en dire plus justement sur cette Simbacam? Comment elle est née, votre inspiration et tout ce qu'il y a autour?
Bah, alors déjà, il faut savoir que la Simbacam n'est rien d'autre qu'une adaptation de ce qu'on a à chaque match au Palais des Sports du Prado, qui est la Dance Cam, qui maintenant a été mise en place depuis le début de la saison, depuis septembre, avec McDonald's. Alors, c'est brandé McDonald's, c'est la cam avec le M, les arches de McDonald's sur l'écran géant, le Jumbotron. À chaque temps mort, on a la possibilité de figurer sur l'écran géant. Comme tu l'as dit, c'est une activation qui a été co-construite avec un partenaire historique du club. Florian développera peut-être sur ce sujet, puisqu'il y a plusieurs activations dans le cadre de ce partenariat. Donc c'est une activation qui marche très bien et qu'on a voulu adapter pour cet événement un peu spécial que la réception du grand rival lyonnais. Ça a fonctionné parce que tu le dis dans ton post, mais d'après la vidéo aussi que tu as partagée, les spectateurs ont pris part justement à cette idée-là. Ouais, très rapidement, et bien plus qu'on ne le pensait, c'est-à-dire que pour le coup la dance cam était bien ancrée, donc on s'est dit quand on va lancer une Simba Cam avec une intro un petit peu différente, puisque c'était l'intro du Roi Lion, c'était la musique du Roi Lion, et on s'est dit comment la lancer. En fait, on s'est dit qui de mieux que notre mascotte Jordan, qui est un âne, un grand âne noir du Berry, pour lancer l'opération. Donc on a filmé Jordan avec une petite peluche qui était un lion. Et donc on a lancé la cam avec ça, et tout de suite les gens ont compris le concept bien plus vite qu'on ne le pensait. Honnêtement, on pensait que les gens n'avaient pas la culture du truc, mais on pensait pas que ça allait arriver aussi vite en fait. Et on s'est vite vu avec des gens qui portaient leurs enfants, des étudiants qui portaient leurs potes, et des gens qui montraient leurs sacs, enfin, des trucs un peu fous. Donc ouais, ça allait très vite, ça a très bien marché, ouais. Et techniquement, je me pose la question, comment se sont organisés au sein des clubs à la Simbacam, par exemple. Donc, pour rappel, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent visualiser un peu ce que l'on dit, c'est que l'objectif, c'est de porter en général un enfant, comme dans la scène du Roi Lion. Mufasa, je crois, c'est le nom du père, qui porte son fils Simba devant l'ensemble de la foule en héros. L'objectif, c'est de faire la même chose avec, tu l'as dit, soit son enfant, soit un ami, peu importe qui, en fait, au final. Et comment vous gérez ça à niveau technique par rapport aux caméras? Est-ce que vous anticipez en amont, là par exemple il y a une famille, là par exemple il y a une personne, etc., qui a l'air assez motivée, ou alors c'est vraiment je filme au hasard et si j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui joue le jeu, c'est top? Alors je vais te détailler tout le process. Bon, déjà, il faut savoir que tous nos matchs sont diffusés sur YouTube. On a fait le choix, nous, en tant que club de ligue féminine de basket, de diffuser absolument tous les matchs avec 3 caméras, parfois 5, dans 2 optiques, en fait. C'est-à-dire, de donner de la visibilité au club à tous les fans du Tango Bourges Basket, parce qu'il y en a beaucoup, comme je te l'ai dit, c'est un club historique. Et donc, on a une base fan qui est ultra élargie et qui n'est pas uniquement dans le Palais des Sports du Prado. On se retrouve en moyenne avec 6-7 000 spectateurs devant les matchs des tangos, en plus des 4 000 qui sont dans le Prado. Donc on a fait ce choix-là de diffuser les matchs en direct, et en faisant ça, on s'est dit on va améliorer l'expérience spectateur en pouvant proposer à nos clients, à nos spectateurs, aux fans de se retrouver sur les écrans géants. En fait, c'est les cadreurs tout simplement qui diffusent le match, qui lors des temps morts se préparent à filmer les spectateurs. Ils ont eu le brief en début de saison, et maintenant ça roule bien. Cette activation, tu l'as dit, vous l'avez dit, elle a été menée avec un partenaire historique, c'est McDonald's. Quel est justement le deal, le partenaire qui s'est créé entre vous, le club, et justement McDonald's? En fait, c'est un de nos partenaires privés les plus importants et les plus fidèles, puisqu'il nous suit depuis plusieurs saisons. Ils reculent devant aucune sollicitation qu'on peut avoir envers eux. Dès qu'on touche au grand public, aux familles, aux enfants, ils répondent présents et laissent parler les plus grandes folies. On les a sollicités pour le Kids Game, donc le match des enfants, où ils ont répondu présent. On les sollicite sur la Dance Cam. Ils ont également le naming d'une tribune, la tribune McDo, qui est la tribune un peu famille, où on a notre groupe de supporters et où on met également les clubs de basket qui viennent, les familles, ceux qui veulent un peu participer plus que les autres à la fête et donner de la voix. Il y a aussi une partie hospitalité dans le partenariat, évidemment, où ils sont présents en salon. Et puis des opérations annexes. Il y en a une essentiellement qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, où les joueuses sont allées assurer un service dans un des restaurants McDo de Bourges.
Et on a une petite anecdote là-dessus, c'est que le soir de la finale de la Coupe d'Europe, en fait, on n'avait plus rien à manger, nous, avec les joueuses. Donc, on s'est fait livrer McDo. Et Iliana a eu la bonne idée de prendre une story pour dire le repas des championnes, Iliana Rupert. Ça s'est retrouvé sur les sets de table de McDo, cette story. S'est retrouvé sur les sets de table le jour où on a assuré le service. Donc, c'est vraiment un partenaire avec qui on a de très bonnes relations. Ils jouent avec nous, on joue avec eux et on répond systématiquement favorablement à chacune des sollicitations. Donc, dans ce sens-là, c'est un partenaire privé important et encore une fois fidèle, puisque c'est pas que depuis cette saison, c'est les saisons aussi précédentes où ils nous font confiance. C'est intéressant ton anecdote parce que ça montre clairement la proactivité du partenaire. Et souvent sur Funstriker, on le met en avant, c'est qu'aujourd'hui, des partenariats de sponsoring, il y en a certains qui ne sont pas optimisés, qui pourraient l'être, mais parce que manque d'idées, manque de moyens humains, manque de temps, manque de volonté parfois. Bah là, par exemple, le fait que McDonald's derrière utilise cette petite story qu'une joueuse a réalisée, ça montre aussi que derrière, ils n'attendent pas forcément qu'on leur donne les choses en main, mais qu'ils vont être aussi proactifs par rapport à des choses sur lesquelles ils peuvent surfer. Et là, par exemple, sur la Sinbacam, comment vous travaillez avec McDo pour mettre en place justement une animation, enfin co-brander une animation ou co-concevoir une animation? Florian l'a dit, vous l'avez dit, c'est un partenariat c'est un partenaire qui est proactif pour le coup, et surtout qui est toujours à la recherche de l'innovation. L'année dernière, on était avec mon directeur général dans leur restaurant pour négocier le nouveau partenariat. Et il y avait cette possibilité, avec la diffusion des matchs, d'apposer la cam. Et en fait, pour nous, c'était ultra cohérent par rapport à ce que McDonald's voulait faire, ce que nous, on voulait faire, regrouper les familles. Et en termes de visibilité, aujourd'hui, c'est sûrement l'activation dans le Prado qui est la plus optimale, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde la cam, l'écran géant, avec le logo McDo. Il y a une intro, une outro. Les gens passent leur temps dessus et surtout repartent avec un très bon souvenir de leur soirée juste parce qu'ils sont passés sur l'écran géant. Et ça, c'est automatique. On en reviendra peut-être plus tard. Mais en fait, les gens adorent se regarder, se voir à l'écran. Ça fait partie du j'y étais. Et en plus, ils passent sur YouTube. Et nous, derrière, en plus, on récupère les images pour faire des best-of, etc. Et voir des happenings comme on a fait pendant la saison. Donc c'est super intéressant de travailler avec des partenaires comme ça, encore une fois. Et sans citer forcément de marque ou de nom de partenaire, c'est une vision un peu globale. Je pense la question s'adresse à tous les deux avec votre expérience professionnelle. La majorité des partenaires sont aussi investis que McDo peuvent l'être. Peut-être investis, je sais pas, mais c'est vrai qu'eux le sont particulièrement parce que ils répondent favorablement systématiquement à chacune de nos sollicitations. Ils sont proactifs, comme tu l'as dit. Donc, ils le sont tout particulièrement. Maintenant, nous, on a aussi la chance d'avoir un réseau de partenaires plutôt actif et qui répond favorablement à nos sollicitations. Je pourrais en citer d'autres, mais voilà, on a la chance d'avoir un réseau de partenaires et le Club Tango Partenaire est aussi là pour animer tout ça. Avoir des responsables, des chefs d'entreprise ou des chargés de communication dans nos entreprises partenaires qui sont conscients de ce qu'ils peuvent apporter au club, de ce que nous aussi on peut leur apporter. C'est le but d'un partenariat. Et ouais, McDo l'est tout particulièrement, mais il y en a d'autres qui le sont tout autant, qu'on voit peut-être moins parce que effectivement la dance cam c'est ce qu'on voit tout de suite sur la cam, comme disait Gaël, c'est une des opérations majeures. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles nos partenaires répondent présents. Je vais pas en citer parce que j'en oublierai et je veux pas en privilégier certains à d'autres, mais une grande partie d'entre eux qu'ils soient petits ou gros d'ailleurs, répondent à de nombreuses sollicitations et à de nombreux projets, parfois un peu fous, les plus fous les uns que les autres, mais ils nous suivent souvent dans pas mal d'idées. Ouais. Si je peux compléter juste là-dessus, puisque tu l'as dit, McDonald's est un partenaire proactif, il y en a d'autres. Mais je pense aussi, parce que là, on parle à des auditeurs de Fanstriker et qui cherchent les infos sport business, je pense que c'est aussi au club de proposer des choses à leurs partenaires, parce qu'aujourd'hui, il y a un changement de modèle, on est tous d'accord là-dessus, on le voit tous, il y a une nouvelle génération qui arrive, tant de spectateurs que finalement de décideurs au niveau des partenaires, etc. Et de
de salariés administratifs des clubs qui peuvent aujourd'hui proposer des innovations à leurs partenaires. Et c'est pas forcément la CAM qui est un outil très technique pour le coup, mais il y a des choses beaucoup plus simples qui peuvent être mises en place. Il faut aussi que le club sache faire la démarche d'aller vers un partenaire avec une idée nouvelle, puisqu'on n'est plus à l'ère du panneau imprimé au bord du terrain. Et justement, il y a une question qui est précisément là-dessus en fin d'épisode. On va aborder plus longuement ce sujet parce que ça m'intéresse tout autant que toi, Gaël. Donc, on va prendre le temps de essayer de répondre à cette question-là. Je reviens sur la dance cam. Du coup, la dance cam, on la connaît beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis, dans les sports US. En France, elle est présente, mais pas énormément. Vous le faites, comme tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le faites bien sur chaque match à domicile. Finalement, ça marche aussi chez nous. Exactement, et je peux pas répondre autre chose que ça, c'est-à-dire que les gens sont partis avec des croyances, et moi, dès le début, et ça fait un moment que je voulais lancer ce sujet cam, et notamment, et pas que la cam, l'activation en général du Jumbotron, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui du moins, il servait uniquement à montrer des partenaires lors du match. En fait, la répétition des partenaires et le fait que les gens regardent le match, les gens ne regardent plus le Jumbotron, alors qu'on a un outil spectaculaire. On sait que les gens ont les yeux rivés sur les écrans aujourd'hui, et ça, c'était dommage de s'en priver. Donc quand j'ai lancé cette idée-là, tout de suite à l'époque, c'était oula, mais non, mais ça marche qu'aux États-Unis. Il y a que les Américains pour faire ça, pour faire les fous devant la caméra. Et puis on se rend compte que à la première cam, en fait, tout le monde l'utilise à fond, quoi. Enfin, et c'est devenu le produit phare, encore une fois. Donc les gens sont plein de croyances par rapport au fait que le sportainment, c'est culturel, qu'il y a des trucs que les Américains font que les Français ne feraient pas, ou les Européens. C'est complètement faux. Encore une fois, il suffit de voyager un petit peu à droite à gauche pour se rendre compte. Et je parlais beaucoup de basket, Florian peut-être plus de foot, mais moi je suis basketteur et j'aime bien traîner dans les salles de basket européennes. Il suffit d'aller en Grèce, etc., en Espagne, pour voir qu'en fait tous ces modèles qu'on voit sur le League Pass en NBA sont adaptés aujourd'hui dans toutes les salles. Donc il n'y a aucune raison de ne pas essayer, en fait. Est-ce que tu peux expliquer, Gaël, le Jumbotron, si je le prononce bien, ce que c'est exactement? Le Jumbotron, c'est ce qu'on appelle un cube ici. C'est tout simplement le 4 faces, donc l'écran central au milieu de la salle du Palais des Sports du Prado. Ce qui permet aux 4 tribunes, en fait, d'avoir de la vidéo, de partenaires, de cam ou autre. Donc c'est le fameux écran avec 360 que l'on voit souvent dans les vidéos qui sortent des stades aux États-Unis, qui donne l'effet waouh. Exactement. Et nous, cet effet waouh, pardon, on l'utilise à fond. Et ça, pas que depuis cette année, puisqu'il y a déjà 3-4 ans qu'on a lancé en fait l'introduction des joueuses avec une vidéo hype d'intro qu'on tourne en début de saison lors d'un Media Day, et que beaucoup de clubs nous envient. Donc c'est quelque chose qu'on utilise à fond, du moins en avant-match, et qu'on développe de plus en plus, qu'on espère développer l'année prochaine. On a une vision des choses sur l'utilisation de ce cube commune avec Gaël et avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ce cube, il doit être utilisé dès qu'il se passe rien sur le parquet ou dès qu'on est en train de faire quelque chose que les gens doivent pas voir. L'utilisation de ce cube, c'est qu'on doit envoyer les yeux là-haut pendant qu'il se passe rien en bas et qu'on s'en rende pas compte, ou alors qu'on est en train d'installer quelque chose. C'est un petit numéro, ça nous permet sur pas mal de moments de faire un petit moment de magie, en fait, de dire ah oui, bah mince, il s'est déjà passé ça en bas, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais les yeux là-haut qu'il se passait ça. Donc c'est un peu l'utilisation qu'on essaye d'en avoir, et du coup, comme disait Gaël, ça rend encore plus important le passage des publicités qu'on met dessus, vu qu'elles perdaient de l'importance, vu que les gens n'allaient plus chercher d'informations en haut, il n'y avait plus d'intérêt d'aller regarder en haut. Là, le but, c'est qu'il y a un intérêt d'y aller. Et je complète encore une fois, parce qu'il y a la diffusion du match, il y a la diffusion des animations. Et le basket est un sport qui se vit à 30-60, comme beaucoup de sports finalement. Et nous, on accueille des spectacles à la mi-temps, des spectacles reconnus. On a eu récemment, je vais prendre l'exemple de Enjoy Productions, que Florian a fait venir, et ça a été sûrement une des animations phares de la saison, et qui est un spectacle en fait où les danseurs sont très expressifs, puisque c'est extrêmement basé sur l'humour. Et notre salle allant jusqu'à 5000 spectateurs, des spectateurs qui sont tout en haut ne voient pas tout ça. Donc on a fait le choix aussi lors des animations de diffuser en fait l'animation en direct sur l'écran géant, de façon à ce que tout le monde ait la même vision, et ça on briefe les équipes techniques, les cadreurs, etc., plus l'équipe de l'animation, pour savoir vers qui se tourner, etc., pour que tout le monde ait le maximum de visibilité sur l'animation qu'on met en place. Récemment on a eu un cabaret, etc., et tout le monde a pu voir de tous les angles, j'ai envie de dire, cette animation.
Ah, c'est vrai que c'est important de pouvoir offrir le plus largement possible une expérience la plus similaire sur quelque chose, notamment à la mi-temps, ce qui se passe au centre de la pelouse. Et je l'ai déjà vécu en tant que spectateur. C'est vrai que quand on est éloigné, par exemple, d'un groupe de danseurs qui est au tout milieu du terrain, c'est pas aussi fort que si tu es face ou bord de terrain parce que tu les vois vraiment en proximité. Et j'aime beaucoup, Florian, l'image que tu as donnée où les projections sur les écrans permettent de jouer un petit peu de magie pour déconcentrer, on va dire, le spectateur de quelque chose qu'il ne devrait pas forcément voir. Donc j'aime beaucoup cette image et je vais la garder à l'esprit, je pense. C'est une très très bonne chose. C'est la philosophie qu'on essaye d'avoir avec l'utilisation de ce cube depuis le début de la saison. Alors justement, ce cube est la Simbacam. Donc la Simbacam, alors je me suis posé la question pourquoi à ce moment-là contre Lyon, mais je me dis que le lien était facile à faire parce que vous jouiez contre Lyon, le Roi Lion, etc. C'était finalement facile d'associer les deux. Ouais, t'as tout compris, hein, Mathieu. On n'est pas allé chercher plus loin que ça. Avec Florian, on a un peu des idées, parfois un peu folles, un peu bêtes, et parfois on va pas très loin dans notre réflexion. Là, pour le coup, c'était quelque chose dès le début de la saison qu'on avait ciblé. C'est-à-dire qu'on avait le lion qui venait. On s'est dit, tiens, on va faire une référence à Lyon. Comment? Est-ce qu'il faut amener des peluches? Est-ce qu'il faut un happening entre notre âne et un lion? Et puis en fait, ça nous a paru tellement cohérent de faire une Simbacam que voilà, c'est allé assez vite, quoi. Et puis c'est un moyen aussi de diversifier. Encore une fois, la dance cam et de changer un petit peu les habitudes, puisqu'à la fin, on pourrait avoir une certaine fatigue au niveau des spectateurs de ce produit-là. Donc, faut absolument le diversifier. Et là, il y a des possibilités, mais infinies. Ah, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ça m'intéresse. Tout m'intéresse de façon générale, mais particulièrement ce que tu viens de finir de dire, c'est que pour toi, il faut diversifier ce que tu proposes en termes de spectacle, par exemple à la mi-temps, assez régulièrement. Je vais prendre une partie de la réponse, mais oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de voir tout le temps des pop-up girls sur les salles de basket. On l'a vu encore récemment dans certaines salles. On en a marre de voir les mêmes pubs passer lorsqu'on regarde la télévision. On les connaît par cœur et ça ne nous impacte plus du tout. Donc aujourd'hui, ouais, c'est important de diversifier tout ça. C'est une expérience, finalement, elle se vit encore plus quand elle est unique, tout simplement. On se souvient de ce match-là parce qu'il y a eu la Simbacam. On se souvient de ce match-là parce qu'il y a eu une troupe de danseurs qui était exceptionnelle. Je pense que Florian va rebondir là-dessus. Mais pour moi, c'est chaque match a son histoire et chaque match doit être raconté. Et donc, à chaque match, à chaque spectateur doit dire j'y étais. C'est ça qui est important. Ouais, c'est vrai que moi, quand je prends mon déroulé de match, j'essaie systématiquement de changer les choses. On a des choses qui reviennent sur des thématiques, que ce soit la squad, la dance cam, etc. Mais on essaye à côté de ça aussi de proposer des choses nouvelles systématiquement. Le groupe, alors on a deux groupes de danseurs berruyers qui reviennent régulièrement sur certaines rencontres, mais on a aussi des matchs cibles où on essaye de mettre des groupes un peu plus nationaux, voire internationaux, pour proposer quelque chose de nouveau. La CAM, c'était cette saison, si je dis pas de bêtises, la première fois qu'on la faisait varier. Mais dès samedi, on repart sur un nouveau système que la Simba Cam et qui n'est pas non plus la Dance Cam. On réinvente encore ce projet-là. Donc le but, effectivement, c'est de changer. Alors pour ça, on essaie de s'adapter à l'adversaire quand il y a matière à le faire. Ou alors on prend un élément de contexte extérieur. Le Kids Game, c'était pour la Journée internationale des droits de l'enfant, où on a travaillé autour de l'enfant. Harry Potter, où on a essayé de partir à la base. Alors ça s'est pas déroulé sur le match qu'on voulait, mais on l'avait imaginé pour la réception de Londres, où ça faisait sens de faire un match, un Harry Potter Game. Finalement, ce match avait été annulé pour raison de Covid. Et les gens avaient tellement bien apprécié la venue de cette thématique qu'on l'a mis sur la réception de Villeneuve d'Ascq. Et c'est une de nos plus belles affluences de la saison, alors qu'on pourrait penser que finalement c'est un adversaire lambda du championnat et que ça n'aurait pas été une énorme affluence. Et finalement, c'est une de nos plus grosses affluences de la saison. Donc on essaie de se rattacher à l'adversaire. On a aussi fait se rattacher à une cause à plusieurs reprises dans la saison, que ce soit les règles alimentaires. On a accueilli des Ukrainiens à la rencontre. Voilà, j'en oublie certainement Octobre Rose, les pompiers. On a répondu favorablement à pas mal de causes pour essayer de mettre des thématiques aussi sur la rencontre et que systématiquement, on ne reprenne pas le même schéma. Sur les premiers matchs de la saison, avec Gaël, on s'est regardé, on s'est dit, tiens, attention, on se repose un peu sur nos trucs qui fonctionnent et on repart systématiquement sur les mêmes. Donc on arrive à préparer de nouveaux happenings, à préparer de nouvelles choses pour que systématiquement, quand tu viens à la salle,
tu sais que tu verras pas la même chose que la dernière fois. Et encore une fois, on parle même pas de sportif, on parle de vraiment tout ce qui se passe autour. C'est rendre l'expérience unique pour quelqu'un qui va venir un match A, va venir ensuite au match B, etc. Et le mot, nous, on le symbolise à travers ce mot-là, c'est théâtraliser l'expérience, théâtraliser l'événement par rapport à l'adversaire, mais aussi le contexte, parce qu'aujourd'hui, moi, j'associe souvent cette problématique, c'est-à-dire qu'au sein d'un club, sur la partie événementielle, etc., quelle thématique tu vas pouvoir donner. Et moi, dans mon passé, j'ai travaillé sur des problématiques d'animation réseaux sociaux. Et en fait, il y a un lien, c'est qu'aujourd'hui, on a des événements calendaires qui sont identiques chaque année, qui peuvent être utilisables, par exemple Pâques récemment, pour créer l'événement et faire qu'on va théâtraliser le match du jour proche de Pâques avec cette thématique-là. Mais c'est important pour vous, d'après ce que tu dis déjà, de théâtraliser le plus fréquemment possible avec quelque chose d'assez concret en termes de calendrier ou d'adversaire. On essaye de le faire au maximum. Maintenant, c'est vrai qu'avec notre calendrier, on enchaîne énormément. Et je crois qu'on reviendra après sur la programmation, etc. Et que ça nous permet de répondre à certaines de nos problématiques. Mais on joue, il y a des semaines où on accueille 2 matchs à domicile. Et c'est vrai que sur ces semaines-là, parfois, on est pris à court et on n'arrive pas à faire autant qu'on l'espérait. Mais au maximum, on essaye de le théâtraliser, comme tu le dis, d'événementialiser la rencontre, de faire quelque chose d'unique et de partir d'une thématique. Tiens, on va faire ça, et puis on brainstorm, et puis qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Alors, Gaël, j'ai une question pour toi. Suite à ton post LinkedIn, donc justement sur la Simbacam, tu nous as donné une petite phrase. Alors que j'ai noté, et je voulais une petite explication sur le sens de cette phrase-là. Je vais la citer, c'est « On ne mesure pas l'efficacité d'un pont au nombre de personnes qui traversent à la nage ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors, c'est un proverbe africain que ma mère disait souvent. En gros, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a lancé la CAM, on nous a dit non, il n'y a que les Américains pour faire ça. Sauf que personne ne l'a fait en fait en France. La CAM, aujourd'hui, on est le seul club à le faire en France. Et ça marche. Donc, qu'est-ce qui pousse un club, un dirigeant, à dire ça va pas marcher si on l'a pas essayé? Ne serait-ce qu'une fois. Nous, on l'a fait la première fois, ça a cartonné. Et aujourd'hui, le partenaire est ravi, les spectateurs sont ravis. Donc, c'est ça, ce proverbe-là, il veut tout simplement dire ça. C'est-à-dire, il faut essayer, quoi. Il faut essayer. C'est tout. Il faut oser. Et avec Flo, on ose beaucoup de choses. Je pense que le Harry Potter Game a été au max de ce qu'on pouvait imaginer cette saison. Quoique, il y a encore des choses qui arrivent. Mais là, c'était très fort. Et c'est un peu ça. Nous, Flo est arrivé en septembre et on a un peu la même philosophie là-dessus. C'est-à-dire que sky is the limit, quoi. On se pose pas de questions si on a une idée comme ça qui vient, même si elle est pas planifiée, il faut y aller, quoi. On essaye. On verra, ça marche pas, mais on aura essayé, on aura tout donné pour que le spectateur il passe une expérience de fou. On en a parlé rapidement, mais tu vois, on disait oui, il faut théâtraliser, etc. Nous, on a la problématique, mais c'est une force, hein, c'est le basket féminin qui est un superbe sport, qui est du basket, qui est en intérieur, etc., mais qui est souvent comparé au basket masculin, qui est réputé plus athlétique, plus spectaculaire. Les gens ont les images de LeBron James qui va dunker partout et d'une joueuse de basket qui dunke pas forcément, mais c'est un jeu déjà qui est superbe. Florian s'est pris au jeu à 100%, je pense qu'il pourra que affirmer ce que je viens de dire. Mais du coup, on doit aussi aller chercher, on a ce challenge en fait d'aller chercher une cible qui ne connaît pas le basket féminin. Et ça, c'est un gros challenge depuis que moi je suis arrivé sur les réseaux sociaux d'abord. Et maintenant, dans la salle, on se rend compte, voilà, il faut mettre ces choses-là en place pour que finalement on arrive à ces 5000 spectateurs à chaque match. On est obligé, nous, de se déconnecter du résultat sportif, là où certains championnats et certains sports sont peut-être restés un petit peu sur leurs acquis depuis quelques années au niveau de la diffusion télé, de ce qui se passe dans le stade, etc. Sans citer personne. Et justement, vous avez osé. Ma prochaine question, elle est assez transversale puisque j'ai vu que Florian, tu en avais cité des activations que vous avez mis en place dont vous étiez fiers parce qu'elles ont fonctionné. Mais je veux aussi vous mettre face aux échecs. Est-ce qu'il y en a eu, par exemple? Je commence par le petit échec. Enfin, moi, en tout cas, perso. Mais on en avait débriefé avec Gaël et on s'était dit qu'on aurait aimé mieux faire. On parlait du Harry Potter Game. C'était un super projet. Je pense que ça a été bien apprécié par les gens. Mais les attentes étaient tellement grandes que finalement, nous, et nos attentes l'étaient aussi. On s'était imaginé plein de choses.
qui était possible de faire, finalement, à la fin, moi, personnellement, je me suis dit, bah tiens, on a raté ci, on a raté ça. Mais ça, c'est notre esprit un peu perfectionniste, on va dire. Donc ça, de mon côté, moi, je l'ai pas vécu comme un échec, c'est un grand mot, mais je trouve qu'on aurait pu mieux faire en faisant peut-être moins. On dit qu'on a essayé plein de choses, qu'on est un peu fou parfois dans nos idées, et tout du long de notre scénarisation de la rencontre, c'était dit attention, faut pas en faire trop, faut pas qu'on s'y perde, faut pas qu'on s'y perde. Et on n'a pas tout fait ce qu'on avait imaginé. On voulait faire voler des ballons, enfin vraiment, on voulait aller très loin dans notre délire. Et il y a des moments pendant la rencontre en elle-même où on a été pris de court et où le rendu n'était pas celui escompté. Sur par exemple un jeu de mi-temps où le grand public n'a pas bien compris l'objectif, où on a essayé de scénariser la scène de la voie de 9/3, où on fonce dans un caddie avec un mur. Les gens n'ont pas bien compris. Alors soit que notre idée à nous, soit l'explication, soit aussi parfois une sonorisation, du bruit dans la salle qui permettait pas de bien le comprendre. Donc ça, c'est peut-être le petit échec. À côté de ça, on a aussi fait d'autres activations en partenariat avec certaines autres entreprises de Bourges. On a tenté le Skills Challenge qu'on peut imaginer, qu'on voit régulièrement dans les matchs All-Star, etc. Donc on a essayé de le mettre en place avec Aglobus. On l'a mis en place sur 4-5 matchs consécutifs en mode un petit peu test pour la saison prochaine, en essayant de montrer aussi aux partenaires ce que ça pouvait rendre. Donc on va voir vers où on peut aller sur ce projet-là la saison prochaine, peut-être avec un fil rouge à la Top Gear, où chaque match on pourrait imaginer que tu bats ou pas le temps de celui qui était au match d'avant, etc. Enfin voilà, on va essayer de voir vers où on peut aller. On a un projet où Gaël n'y croyait pas tant que ça au départ et qui a bien fonctionné, la Tango Squad, mais je le comprends qu'il n'y croyait pas, et même moi j'en étais pas sûr non plus, parce que ça dépend vachement, une squad, des personnes qu'on y met, sachant que nous on a fait le choix de rester en interne et de faire confiance à des jeunes de l'école des jeunes basketteuses et basketteurs d'ailleurs, parce qu'il y a un garçon également, pour lancer des goodies dans les tribunes. Et il suffit pas de le lancer, il faut l'animer aussi. Tiens, toi, non, finalement tu vas derrière. Enfin, il faut l'animer un petit peu pour que ça fonctionne. Et les 3 personnes qu'on a aujourd'hui le font très bien. On a trouvé 2 partenaires pour nous suivre sur le projet, avec la région Centre-Val de Loire pour des mini ballons qu'on lance, et Arc-en-Ciel et Création Talbot pour des t-shirts qu'on balance au canon. Donc ça, c'est aussi une activation qui fonctionne bien. Il y en a d'autres. On en parlait tout à l'heure avec Gaël. On disait aussi une belle réussite, c'est le corner intersport. Le corner intersport, c'est dans nos coursives, et ça permet aux gens d'aller à la rencontre des joueuses après chaque rencontre, après chaque match, pour faire une photo, une dédicace des joueuses. C'est aussi un corner qu'on utilise maintenant en avant-match pour un photo boost, si on a une borne photo qui vient régulièrement. Donc c'est là qu'on la met. Sur la dernière rencontre à domicile, c'est là aussi qu'on a présenté le trophée de championne d'Europe. Donc c'est un endroit qu'on utilise pour prendre des photos, venir à la rencontre des joueuses, et qui est en collaboration avec Intersport. Et puis, il y en a un dernier, moi, qui me tient à cœur perso, mais c'est un peu différent. C'est avec l'EPID. L'EPID, c'est l'école de la seconde chance sur Bourges, où il y a des jeunes qui sont en réinsertion au travers de cette école-là. C'est des jeunes qu'on accueille régulièrement pour des missions logistiques, par exemple la mise en place de nos salons VIP, des tap-tap qu'on peut mettre dans les tribunes, etc. Et depuis fin décembre, c'est un jeune de cette école, de ce centre-là, qui veut travailler dans le loisir et dans l'animation, qui fait notre mascotte, qui est dans Jordan. Donc on participe au projet de réinsertion de ce jeune homme, qui depuis a réussi à sortir de ce centre et a commencé une formation dans l'animation, et qui continue à faire notre mascotte, qu'on a même envoyé avec nous à Bercy pour la finale de Coupe de France. Donc aussi une belle réussite de l'activation, en tout cas d'un partenariat, parce que les PID, c'est un de nos partenaires, et de comment est-ce qu'on peut aider leurs jeunes à
à sortir de la galère entre guillemets et réussir à se réinsérer dans la vie au travers des missions qu'ils exercent au quotidien avec nous ou au travers de jeunes hommes qui jouent à faire la mascotte avec les enfants. Ça fait partie des belles histoires. Je me souviens, on avait relayé le Wall Intersport il y a 2 ans, je crois, sur Fanstriker. On l'avait vu passer, on avait trouvé l'idée super intéressante et facile à appliquer, à dupliquer dans d'autres clubs. Parce que tu embarques un partenaire, tu mets un espace avec des joueuses ou un trophée ou une mascotte pour faire une photo. Et comme ça, tu as un combo entre l'expérience fan et la visibilité du partenaire qui était assez intéressante, on avait trouvé. C'est exactement ça. Puis on parlait tout à l'heure des échanges avec les partenaires lors des renouvellements de partenariats, etc. Et là, on arrivait en fait avec une innovation, mais qui était tout simple à mettre en place, c'est-à-dire juste du print avec le logo du partenaire et le nôtre. Et c'était en fait au lancement de la campagne, je pense que tu connais bien Mathieu, mais le sport la plus belle des rencontres. En fait, pour nous, ça faisait tellement sens qu'on l'a lancé direct et que le partenaire Intersport nous a suivis dans le projet. Donc c'est encore une fois, on en revient au sujet de il faut proposer des choses et des nouvelles choses surtout, et ne pas rester sur de l'acquis parce que sinon on se plante, quoi. On arrive à la question peut-être qui m'intéresse le plus ou la plus importante de ce podcast, c'est comment sont les relations aujourd'hui entre vous, le club, le Tango Bourges Basket, et vos partenaires. Pour plus schématiser là où je veux en venir, à l'origine d'un partenariat de sponsoring, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'il y a par exemple une planification complète de la saison à venir avec l'ensemble des points où le partenaire va ou peut s'intégrer sur des expériences fans, sur des expériences hospitalité, sur différents événements dans la ville, etc., etc. Ou alors, c'est plutôt en last minute que tout se fait quand on peut y réfléchir et quand le moment où l'idée se présente. Question pas facile. Hein. Ouais, c'est présent dès le départ. C'est présent dès le départ, tous ces aspects d'activation, notamment liés aux fans. C'est présent dès le départ et la signature des contrats. C'est des choses qui sont prévues sur toute la saison. On a parlé d'Intersport, on a parlé de McDo, les partenaires de la Tango Squad. À Globus, ça arrivait un peu à l'arrache parce que c'est un format test pour la saison prochaine éventuelle. Mais sur ces formats d'activation, c'est des choses qui sont prévues. C'est des choses qui sont programmées sur toute la saison. Notre commercial William Brousseau arrive et c'est des produits qui sont visibles sur notre plaquette commerciale et qui propose aux partenaires et le partenaire décide de se positionner dessus. Et le challenge, c'est ce qu'on dit un peu depuis le départ. Le challenge, c'est de tous les ans arriver avec une plaquette commerciale avec de nouveaux produits, de nouvelles expériences à proposer à nos fans et de nouveaux produits à proposer à nos partenaires sur lesquels ils vont pouvoir se positionner. Donc, vraisemblablement, la saison prochaine, on va travailler aussi pour en proposer de nouvelles. Mais parce que dans l'idée, McDo devrait pouvoir nous resuivre sur cette activation, Intersport également. C'est des produits qui marchent, donc les partenaires suivent d'une saison à l'autre sur ces produits-là. Le défi d'une année à l'autre, c'est d'en retrouver d'autres. Donc effectivement, il y a une planification dès le départ sur ces partenariats. Maintenant, il y a aussi des choses qui arrivent last minute, comme tu le dis. La Simbacam, finalement, c'est une idée farfelue qui sort de notre tête et qu'on met en place, mais ça, c'est à la limite juste un dérivé du produit de base. Donc c'est pas bien méchant. Mais dès qu'on met un partenaire en jeu, on fait en sorte que l'activation soit la plus planifiée possible. Après, nous, de notre côté, ce qui est plus last minute, c'est ce qui met pas de partenaire en jeu, le plus régulièrement, en tout cas. C'est ce qui sort de notre tête et ce qu'on va pouvoir proposer directement de notre budget ou pas, d'ailleurs, si l'activation ne nécessite pas de budget, mais c'est de notre responsabilité. Je rebondis juste avant que Gaël prenne le relais. Est-ce qu'il y a, par exemple, je me place dans la position du partenaire, est-ce qu'il y a une rallonge financière à ajouter si le partenaire veut être présent sur une idée en last minute ou c'est intégré dans le deal qui est fait à l'année, par exemple? Tout va dépendre l'idée qu'on va pouvoir avoir. Si c'est une dérivation de quelque chose que le partenaire possède déjà dans son contrat de sponsoring, ça sera englobé dedans. Bien sûr, si nous, demain, on a une nouvelle idée qui sort et qu'on veut proposer à notre partenaire, c'est quelque chose qui va forcément inclure un coût supplémentaire. Soit ça va être des coûts de fabrication, ce qui est par exemple le cas pour la Tango Squad. Notre partenaire sur les t-shirts a financé la fabrication des t-shirts
sans inclure de coûts supplémentaires pour être visible sur ce produit Tango Squad. Mais après, en fonction des idées qu'on va pouvoir avoir, effectivement, ça va inclure un coût supplémentaire. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais forcément, ça incitera un coût supplémentaire. Sur la question de la planification, parce que effectivement, Florian l'a dit, nous on contrôle un petit peu la planification de nos partenaires, c'est-à-dire on sait à peu près sur quelle période on va pouvoir activer. Maintenant, il y a une chose qu'on contrôle un petit peu trop tardivement à mon sens, c'est le calendrier des matchs à domicile. Et Florian l'a évoqué tout à l'heure, on a une équipe qui joue 2 matchs par semaine, parfois 3. On a eu des matchs, des semaines avec 3 matchs. Et là, ça devient plus compliqué pour nous. En début de saison, on a beau être 9 salaires administratifs sur cette théâtralisation et l'événementialisation, le calendrier, pour moi, sportif, tombe beaucoup trop tard pour travailler sereinement sur tous les sujets. Puisqu'il faut savoir qu'à l'intersaison, il n'y a pas que ça, il y a également les sujets, voilà, sponsoring, etc., qui arrivent sur la table. La planification, elle est parfois compliquée. Je pense... Tu l'as dit tout à l'heure, tu as travaillé dans les réseaux sociaux, dans le digital, donc si je te parle de contenu froid, ça te parle. C'est-à-dire qu'on a une saisonnalité, par exemple la journée des droits de l'enfant, c'est quelque chose, voilà, on sait qu'elle va arriver cette date-là, mais on ne sait pas finalement si on va avoir un match à domicile autour de ce match-là. Donc c'est très très compliqué de pouvoir aujourd'hui organiser toute une saison dès le départ et de pouvoir activer sereinement, on va dire, autour de matchs, si on n'a pas le calendrier, et bien avant la saison. Et je prends l'exemple de cette année, alors qui était une année peut-être particulière, mais moi ça fait 6 ans que je suis au club et que je travaille du coup avec le Tango Bourges Basket et la Ligue féminine de basket, et c'est pas pour dénoncer quoi que ce soit ou quelqu'un, mais ça serait un vrai bonheur de pouvoir travailler dès juin sur un calendrier des matchs à domicile, puisque encore une fois, le calendrier est très 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 lourd. Après, il y a des problématiques de qui sera en Coupe d'Europe, pas en Coupe d'Europe, mais à la limite, si on pouvait déjà avoir une base de nos 12 matchs à domicile de saison régulière, ça serait un gros plus, quoi. On le sait tous, hein, la NFL, c'est 6 matchs à domicile, je crois, au-delà de l'offre ultra tendue, qui forcément pousse à la demande. C'est aussi une manière pour un club de bosser, en fait, sur le match, mais de manière optimale. C'est-à-dire, ton match, tes 6 matchs, c'est des matchs cibles. Tu sais que tu as un mois entre chaque match. En termes de billetterie, d'événementialisation, de communication, c'est un bonheur. Nous, quand on se retrouve, on a eu la problématique, Flo, on a parlé tout à l'heure, le match Harry Potter, il a été décalé à cause du Covid, mais après on s'est retrouvé à le mettre en fait sur une rencontre. Le match était le dimanche de Villeneuve et que le mercredi, on jouait l'Olympiakos, qui était un énorme match de Coupe d'Europe. Et on avait ces 2 matchs collés, et on se disait, bon, on sait que les gens ont tendance à faire des choix. On est une ville de 70 000 habitants, ils n'ont pas un portefeuille extensible, on sait aujourd'hui le coût de la vie, etc. Et donc cette idée de se dire, mais comment on va faire pour avoir les deux à une très bonne affluence, ou alors on fait le choix de partir sur un match qu'on va déterminer comme match cible. Et à la base, on était parti sur l'Olympiakos en match cible. Et en fin de réunion, on se dit, mais ce match Harry Potter, là, tout le monde l'attendait, on va arriver sur les playoffs, on va pas pouvoir le faire, donc on le lance là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que notre match cible qu'on avait déterminé comme celui de l'Olympiakos le mercredi, il a basculé sur le dimanche avec Villeneuve d'Ascq, qui ont se retrouvé avec une influence moindre sur l'Olympiakos et la meilleure influence de la saison à l'époque sur Villeneuve d'Ascq. Il faut dire que le concept d'Harry Potter était complètement fou, hein, si on doit revenir dessus. Parce que on a beaucoup parlé, on en a parlé, mais si tu veux, si vous voulez, d'ailleurs, je m'engage, on va faire un sujet, on va faire un article sur ce concept-là. On va en échanger après ce podcast plus en détail. On fera un sujet dédié sur cette événementialisation-là. Avec plaisir. Et je rebondis encore une fois sur ce que tu viens de dire. Est-ce que le sportif vous en tient rigueur? C'est-à-dire que là, le fait d'avoir misé sur un match sportivement peut-être moins important qu'un autre en termes d'attractivité, est-ce que derrière il y a des échanges sur ce sujet? Honnêtement, non, ils nous en veulent pas. Par contre, ils veulent toujours que la salle soit bruyante. Et en fait, on a remarqué quelque chose, c'est-à-dire que sur ces matchs événementiels, pour reprendre le cas très concret de Harry Potter Game et Olympiakos, il s'est passé quelque chose, c'est que les gens qu'on a fait venir sur le Harry Potter Game ne connaissaient pas forcément le basket, l'équipe, etc., n'étaient pas des vrais supporters. Étaient des fans, mais des fans d'Harry Potter finalement. C'est là où aussi on avait la crainte et qui s'est avéré véritable finalement de décevoir cette communauté qui est énorme. Harry Potter, tout le monde en parle. Et donc on avait ce public qui était là, mais peut-être moins bruyant que le public qui était moins présent en nombre, on va dire mercredi, mais qui connaissait l'équipe, qui savait l'enjeu en fait. Et finalement, le staff sportif, effectivement, ils veulent toujours qu'il y ait plus de monde. On a toujours l'impression que ça fait plus de bruit, mais on s'est retrouvé des fois avec des affluences
moins intéressantes que d'autres, mais avec beaucoup plus de bruit et beaucoup plus d'ambiance. Et c'est aussi, ça fait aussi partie de la fan expérience d'arriver dans un stade qui... Alors évidemment, la fan expérience ultime, c'est le guichet fermé, on est d'accord. Aujourd'hui, 3500 personnes dans le Palais des Sports du Prado, dans une salle fermée qui vibre pour ses filles, je peux vous dire, c'est impressionnant. Donc là, c'est aussi le rôle du speaker, de la sonorisation, de ce qu'on va mettre autour du match. Et parfois, il suffit juste de relancer des spectateurs, les supporters, pour faire comprendre qu'il y a aussi le sportif qui fait vibrer, quoi. Pour faire vibrer, justement, vous êtes combien à travailler sur ces sujets-là de fan expérience et d'engagement du public et des communautés? Déjà, on a la chance d'avoir toute une équipe hyper jeune, dynamique et en plus convaincue qu'un projet de fan expérience est important à mener pour un club tel que Bourges. On a aussi la chance d'avoir une direction qui nous suit sur ces projets-là, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les clubs, et ça peut parfois être la limite dans les idées des équipes. Nous, on a la chance d'avoir une direction qui nous suit. Donc en fait, on a Gaël qui est sur la partie communication, on a Léo, Nora qui travaille sur la partie merchandising et billetterie. On a Leslie qui est en alternance avec nous sur toute la partie événementielle et la programmation des animations notamment. Gaël a aussi un alternant Jonas sur la partie com. C'est un travail d'équipe. William Brousseau qui est sur la partie commerciale mais qui travaille également dans la réflexion avec nous. On ne s'empêche pas d'avoir n'importe quelle réflexion. C'est une réflexion globale. Un match Harry Potter, ça s'est créé sur un brainstorming où tout le monde était invité. La secrétaire Julietta à l'époque, qui était aussi invitée à la réflexion. On ne se prive pas de n'importe quelle source de réflexion. Bien sûr que sur ces sujets-là qu'on a abordés aujourd'hui, c'est essentiellement, on va dire, Gaël et moi qui... même le soir, chez nous, sur WhatsApp, on s'envoie des trucs qu'on voit sur LinkedIn, qu'on voit sur YouTube. En fait, on s'arrête jamais. Mais c'est un travail d'équipe. Gaël dit 9 salariés. En fait, je dirais presque pour travailler sur ces sujets de fan d'expérience, on est souvent 9 à mener les réflexions. Après, voilà, Gaël s'occupe de la partie transmission, de la partie com, qui est un sujet très important. Moi, je prends en charge la partie du déroulé du match. Donc, c'est ce que va vivre le spectateur et comment il va le vivre. Donc, on peut dire que c'est nous qui prenons le truc en main, mais c'est vraiment un travail collectif. Et encore une fois, aussi une direction qui nous appuie et qui nous soutient sur ces projets-là. C'est pas le cas de tous les clubs, donc du coup, c'est à souligner quand c'est le cas, et c'est une très bonne chose que ça soit. C'est pour ça que je me permets de le faire, ouais. Tu as bien raison. Alors, les matchs se jouent au Palais des Sports du Prado. Donc, c'est une salle d'environ 5000 places. J'ai vu quelques photos et honnêtement, c'est un super bel outil. Donc, on en a parlé, le Jumbotron. Je trouve que l'identité du club est très marquée parce qu'il y a du orange partout sur les sièges. Les espaces ont l'air vraiment modernes, etc. Et d'ailleurs, Florian, j'ai l'impression que tu es abonné au Orange parce que toi, tu étais au FC Lorient avant. Ouais, c'est pas fait exprès du tout, mais c'est vrai que mon dernier club, c'était le FCL et c'était noir et orange. Au moins, ça m'a pas changé. Ça m'a pas changé. Cet espace, c'est super confortable de pouvoir travailler dans ces conditions-là avec une enceinte aux couleurs de son club. C'est quoi votre ressenti par rapport à ça? C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir cet outil-là. On a du mal à s'en plaindre. On est perfectionniste, donc on aimerait améliorer des choses forcément. Mais on peut pas se permettre de se plaindre de l'outil. On a une chance énorme d'avoir cet outil à disposition. C'est la plus belle salle du basket féminin et parmi les plus belles salles du basket en France, du hand, enfin une des plus belles salles de France, je pense, à mon avis. Donc on a la chance d'avoir cet outil-là qui nous permet de faire déjà pas mal de choses. Je disais, on aimerait pouvoir en faire plus. Mais effectivement, aujourd'hui, on a encore des choses à apporter et que la salle peut nous permettre de faire avant de se dire qu'on sera limité par l'outil. Donc aujourd'hui, on peut largement répondre aux envies qu'on a. La ville nous soutient également sur ces aspects-là parce que c'est une propriété de la ville. Donc nous soutient sur ces aspects-là. On est utilisateur à 95% de l'espace.
que ce soit pour les jours de match ou hors jour de match, où aussi, on a aussi la possibilité d'utiliser les salons VIP pour faire une offre séminaire, etc. Donc, ouais, effectivement, on a la chance d'avoir cet outil qui résonne très fort quand il y a du monde. D'autant plus que les gens qui viennent dedans sont passionnés par leur club. Donc, les deux cumulés, ça promet régulièrement de très belles ambiances. Ouais. Dans un précédent épisode, et ça relie ce que tu viens de dire avec notamment les gens qui viennent au stade, je parlais de la data et des outils CRM avec Olivier qui travaille chez Arena Metrics. Quel est le niveau de maturité au Tango Bourges Basket sur ces sujets-là de CRM, d'analyse, de recueil des données de ses spectateurs, de son public? Clairement, c'est un gros sujet, un gros axe d'amélioration qu'on doit mener. On a un outil aujourd'hui qui est notre logiciel de billetterie qui nous permet de récolter des données qu'on exploite de la manière la plus simple, c'est-à-dire un SMS avant les matchs et une newsletter à nos partenaires et à nos abonnés. On pourra en faire beaucoup plus. Le CRM aujourd'hui, ça nous permet de faire du cashless, ça nous permet de faire des programmes de fidélité. Voilà, les possibilités sont infinies. C'est un gros axe d'amélioration pour nous. On a d'ailleurs rencontré dernièrement, j'ai commencé une prise de contact avec Arena Metrics. On rencontrera à l'intersaison pour voir ce qu'on peut faire avec eux ou avec quelqu'un d'autre. Mais c'est effectivement un des gros challenges pour la saison prochaine. Paris, c'est pas fait en un jour. On peut pas tout attaquer en même temps. Et c'est certainement un des sujets les plus importants aujourd'hui dans un club de sport. Donc forcément qu'on s'y intéresse. Et une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on s'y intéresse pas suffisamment. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'encore aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort pour que les événementialisations Harry Potter soient encore plus grandioses que ce fut le cas. On arrive dans les 3 dernières questions. On va s'intéresser un petit peu au public. Quels sont les spectateurs qui viennent dans l'enceinte? Qui sont-ils si on devait un peu les caractériser? Florian en a parlé, c'est des gens qui vivent pour leur club et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club historique. Donc, qui dit club historique dit supporter de longue date. On a une population qui vient au Prado depuis les années 90. Donc, des fans de première heure qui sont là, qui sont passionnés. À côté de ça, depuis, je le remarque, 4-5 ans, on a un public familial plus qui vient. Je pense que c'est beaucoup lié aux nouvelles réflexions du club sur la fan expérience, etc. Avant Florian, il y avait une personne qui était à fond sur ce sujet, qui était Laure Cadoret, qui a amené en fait cette partie famille à travers des offres billetterie pour la famille, avec des offres anniversaires, à travers une arrivée d'une mascotte officielle, une seule mascotte d'ailleurs, parce qu'avant il y en avait 2. Tous ces sujets, je pense, et j'ai vraiment l'impression, et je pense que avec un outil CRM, on pourrait bien mieux le calculer, qu'aujourd'hui, le public est très familial et qu'on est en train de réaliser un bon virage pour moi. Et ce que je vois cette année, et on va y revenir encore, mais la CAM, en fait, c'est l'idée, encore une fois, de ce que se font les gens d'un match de basket aux États-Unis, et quand ils arrivent dans le Palais des Sports du Prado, pour eux, en fait, c'est pas juste le petit gymnase d'à côté, c'est une grande salle moderne, multifonction pour le coup, et qui permet un vrai bon spectacle. Et je pense que toutes ces données-là font qu'aujourd'hui, on a un public qui est beaucoup plus familial et qui demain sera jeune, beaucoup plus jeune. On travaille tous pour ça aussi, parce que les gens vieillissent et il faut un renouvellement de la génération, ça c'est sûr, sinon on n'avance plus. Donc non, ça avance bien. Je pense que c'est vraiment un gros public familial pour le coup. Et on fait tout pour qu'ils viennent en famille et qu'ils passent un bon moment en famille, c'est ça le plus important. Je connais très peu la région et la ville de Bourges, mais est-ce qu'il y a d'autres événements sportifs, d'autres clubs professionnels dans la région qui peuvent potentiellement aussi attirer un public? Il y a un club de foot qui évolue en National 2. Il y a un club de rugby qui évolue en Fédéral 1, si je dis pas de bêtises. Nos vrais concurrents, je pense que c'est aujourd'hui le cinéma, c'est la patinoire, c'est le bowling, c'est les activités de loisirs. Et c'est vers là que nous, on veut tendre. On veut être un endroit où on vient passer une bonne soirée, voir un match de basket, mais passer une bonne soirée également à côté.
Et du coup, c'est pour ça que nos concurrents aujourd'hui, c'est plus les espaces de loisirs. Par contre, effectivement, la ville travaille bien aussi sur le club de foot, sur le club de rugby, qui continue de se développer. Je crois savoir que le club de foot a un projet plutôt intéressant pour l'avenir et on le soutient à 1000%. Bourges est aussi une ville vraiment de sport féminin. Le club de foot a une équipe féminine qui va monter en D2 la saison prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un vrai levier aussi pour nous de se dire que demain potentiellement Bourges, ça peut être la capitale du sport co féminin en France, au travers du foot, au travers du basket. Le rugby travaille aussi avec les féminines. L'escrime travaille très bien également. Donc on est le seul club professionnel. Il y a d'autres clubs qui travaillent très bien. La ville soutient l'ensemble de ces clubs et pour le sport dans la ville. Mais si on doit parler de concurrence, entre guillemets, nos concurrents, c'est réellement les espaces de loisirs. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de connexion entre les différents clubs sportifs de la ville ou de la région. Parce que de ce que je vois de l'extérieur, effectivement, le terme concurrence, il est vraiment partout, dans tous les clubs, toutes les villes, entre le football et le rugby, un club de football et de rugby d'une même ville, etc. Il y a cette notion de concurrence. Nous, on se voit vraiment pas comme des concurrents. Ce que je t'ai dit, nos concurrents, c'est le cinéma, c'est le bowling, la patinoire, c'est ces espaces-là. C'est pas nos concurrents. Et demain, pourquoi pas, mais ça, c'est pas ni entre les mains de Gaël, ni entre les miennes. Imaginez un club omnisport, je dis pas que ce serait une mauvaise idée ou une bonne idée, j'en sais rien. Mais c'est un débat qui peut s'ouvrir dans n'importe quelle ville. Ça se voit on le voit de plus en plus. On ne peut pas en dire plus que ça parce qu'on n'est pas au courant de quoi que ce soit. On ne sait pas vers où ça pourrait mener. Mais je pense évidemment que le débat est ouvert parce que c'est à la mode. Et quand on voit les opportunités que ça peut amener, c'est quelque chose qui est envisageable pour les années à venir. Mais encore une fois, c'est ni Gaël ni moi qui donneront la réponse à ça parce qu'on ne fait pas partie des discussions là-dessus. Là où je voulais en venir, c'était quelque chose d'assez assez simple, c'est qu'on voit souvent aux États-Unis, par exemple, le club de baseball de Los Angeles et le club de football vont parfois consacrer une journée où justement la thématique du match, ça va être le club de basketball, le club de baseball par exemple, qui va venir dans l'enceinte du sport voisin et puis faire une petite visite. Et pas si loin de nous, à Grenoble, ce que je trouvais intéressant, c'est que le club de hockey de Grenoble est venu présenter dans le stade de rugby aux fans du FC Grenoble Rugby leur trophée de champion. Et c'est des connexions un peu comme ça, et je trouve qu'ils sont assez sympas. C'est-à-dire que ça montre une certaine osmose au sein de la ville des différents acteurs sportifs, en l'occurrence professionnels. Donc c'est plutôt dans cet axe-là que je voulais mettre en avant, pas forcément l'idée de concurrence, même si de mon historique, j'entendais énormément dire des personnes qui travaillaient dans le monde du sport business que voilà, moi, ce que je fais dans mon club de football ici à Paris, j'ai aucun intérêt à le divulguer à celui qui gère un club de basketball parce qu'il y a potentiellement des choses qu'il va prendre. Et du coup, c'est cette notion de concurrence-là que je trouve qui est plus vraiment actuelle et nécessaire. Moi, je suis pour les synergies pour le coup. Tu vois, ce que tu me dis, ça me paraît aberrant en fait, parce que je trouve que la France est malheureusement pas assez ne met pas assez le sport en avant en fait. Et aujourd'hui, on doit faire amener des gens dans les stades, etc. Et les synergies doivent se faire et la mutualisation des moyens doit se faire aussi, puisqu'on sait que voilà, des services comme dans des clubs comme le club de foot à côté, bah, il est aujourd'hui pas forcément structuré, mais avec un soutien d'un club phare à côté, pourrait développer des choses avec des forces humaines, des compétences, etc. Donc, je pense que cette vision-là, il faut la dépasser. Comme l'a dit Florian, hein, les concurrents, c'est le cinéma et la patinoire. Aujourd'hui, on a tout intérêt, je pense, à créer des synergies entre les clubs. Et pour revenir à ton exemple qui est très bon là, du Grenoble Foot et des équipes de baseball, des franchises, etc. aux États-Unis, pour le coup, à Bourges, c'est vrai que sur la journée, on a eu la semaine du sport féminin et on a profité de ce match pour, à chaque quart-temps et à la mi-temps, présenter toutes les équipes féminines de la ville. Et c'est quelque chose de très important pour nous.
Et ça fait sens en plus dans notre club qui est un club phare du sport féminin, qui avait organisé les états généraux du sport féminin en 2012, qui avait abouti à 60 propositions pour le sport féminin à travers sa médiatisation, le marketing, la vente, etc. Donc je vois pas pourquoi on se mettrait des freins, encore une fois, hein. Si on l'a pas essayé, on ne saura jamais. Je pense qu'aujourd'hui, les spectateurs, les gens d'une ville, et encore plus dans une ville de taille moyenne qui est 70 000 habitants, on sait que le sport n'intéresse pas tout le monde. Là, on est entre trois passionnés, mais en fait, on n'est pas le marché, quoi. On n'est pas le marché, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens proches de moi, ils savent pas qu'il y a un match ce week-end, etc. Nous, ça nous paraît évident, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Mutualiser tout ça, ça fait comment dire, ça active le bouche à oreille parce que finalement tu multiplies les cibles et les cibles potentielles qui iront dans ton stade, dans ta salle, à ton événement. Enfin, et c'est des synergies qui peuvent se créer, encore une fois, on a parlé de concurrence, mais entre le cinéma et le basket, quoi. Il y a pas de limite, faut pas se mettre de limite. Pour moi, tout le monde est gagnant dans ces systèmes-là. C'est un peu notre rôle quand même de club phare de la ville, de permettre à l'ensemble des acteurs de la ville de profiter de notre image, de profiter de nos compétences aussi dans certains domaines. C'est vraiment notre rôle de pouvoir le faire, que ce soit pour le sport ou même pour le cinéma, d'apporter ce qu'on peut apporter à chacun et aussi récupérer les bons aspects de ce qu'on peut prendre aussi ailleurs. Gaël a utilisé le bon terme, je pense, c'est des synergies importantes à trouver. Je partage totalement ce que vous venez de dire. Alors, si vous êtes des fins auditeurs ou des fins lecteurs de Fan Striker, vous connaissez normalement la dernière question que l'on pose à chaque fois que l'on échange avec quelqu'un. On la connaît. Vous êtes plutôt Non, pas celle-ci, mais pourquoi pas, on pourrait proposer de nouvelles questions grâce à toi, Gaël. Non, plus sérieusement, alors quelle est votre propre définition de la fameuse fan expérience? Ouais, j'ai retenu une phrase de mon directeur de mémoire de Master 1 qui est Boris Helleux, que tu dois connaître, Exact. Mathieu. Il disait la fan expérience c'est du son et de la lumière, et j'ai retenu cet aspect-là parce que à chaque fois que je vais dans une salle, moi c'est la première chose que je recherche quand je vais à l'Accor Arena et que je vois cette salle dans la pénombre avec des jeux de lumière, de la musique pas trop forte mais qui te fait prendre le truc. Je trouve que c'est la base du son et de la lumière, et derrière évidemment c'est se déconnecter du résultat, c'est-à-dire moi à la fin de chaque match je saurais jamais te dire le résultat, quoi. Et d'ailleurs heureusement que j'ai un assistant pour ça parce qu'à chaque fois je me plante, quoi. Mais, moi j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour mais jamais le résultat. Même là on est allé à Marseille dimanche grâce à notre équipementier Puma, on s'est tous dit on a passé une super soirée. Alors bon, c'est plus facile dans le foot, il y a 3-0, mais dans le basket quand il y a 11 points, 12 points d'écart, on sait plus, et c'est ça l'important. Finalement c'est pas que t'es le score, tu t'en fous, quoi. T'as passé une belle soirée, c'est le plus important. T'as bien mangé, t'as bien bu, t'es avec tes potes, ta famille, et t'as passé un super moment. C'est ça le plus important. C'est ça la fin d'expérience pour moi. Je pense que je vais le rejoindre. C'est là un peu tout le processus qui va te permettre de te détacher du sportif, quoi. Je viens et le score, effectivement, je sais pas ce que c'est. Les coachs chez nous, ils nous disent souvent, ouais, l'important c'est quand même sur le parquet. Oui, l'important c'est le parquet. C'est pour ça que les gens viennent à la base. Par contre, effectivement, c'est tout le processus qui va nous permettre de se détacher de tout ça. Nous, on a la chance ici de se dire que on gagne 90%, 95% de nos matchs dans la saison. Donc, en fait, le challenge, il est presque facile pour nous. Mais le but, justement, c'est de les fidéliser, de les faire revenir, même sur un petit adversaire, même sur une petite affiche. Et là, c'est pas forcément le parquet à 90% qui va les faire revenir. C'est ce qu'on va proposer autour. C'est du moment où je veux acheter mon billet en ligne jusqu'au moment où je reviens chez moi. Je rentre chez moi après la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est l'ensemble de ces aspects-là. Eh bien, merci à tous les deux. Florian, Gaël, c'est un vrai plaisir d'échanger pendant un peu plus d'une heure sur tous ces sujets-là. On reste pas très loin puisque on va se faire cet article sur l'événementialisation d'Harry Potter parce que ça vous tient à cœur et parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc on va se programmer ça dans les prochaines semaines. Merci beaucoup à vous deux. Avec Merci plaisir. à toi.
Et franchement, bravo pour tout ce que vous faites. Ce que tu fais, Ouais. Mathieu, c'est top. Nous, tu l'as dit, hein, on like tout, on s'envoie les articles, on les relit 3 fois, on se dit comment on peut s'en inspirer. Et vous êtes un acteur vraiment important dans le sport business aujourd'hui. Je pense que tout le monde en parle et c'est important qu'il y ait des médias comme ça. Donc continuez ce que vous faites, c'est au top. Je sais pas si Florian, tu pourras ajouter quelque chose là-dessus, mais on est raccord là-dessus. On s'envoie tout l'article. C'est compliqué. Merci Gaël pour cette conclusion. Je partage à 100% ce que tu viens de dire depuis des années. Je suis depuis le début un peu ce que vous proposez. Quand j'étais encore étudiant, ça a été ma première source d'inspiration de voir d'avoir un média qui me permet d'aller chercher l'info de ce que proposent les autres clubs. En fait, pour nous, c'est ça l'idée. Nous, professionnels, c'est ça. C'est d'aller faire notre veille au même endroit. Et ton média le permet, donc pour ça, merci. Merci, ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir parce que c'est l'objectif du démarrage de toute cette histoire, c'est ça, essayer de partager, montrer et donner des inspirations aux autres. Donc, prochaine étape, tu viens en Pro A2. Avec plaisir, c'est toujours ce qu'on se dit à la fin des épisodes. On doit aller faire le tour de la France, mais on va le faire. On attend le bus Fan Striker. Peut-être pas le bus, mais déjà une petite voiturette, ce serait pas mal. L'appel est lancé aux partenaires. Bus ou voiturette, tu seras le bienvenu, il n'y a pas de problème. Mais on a une idée là, sur ce qu'on se dit. On a une idée depuis longtemps qui est dans nos têtes. On aimerait la mettre en place. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir plus concrètement bientôt. Et le Tango Bourges Basket fera partie de ce projet. J'espère. Bon, merci à vous deux. Passez une bonne fin de journée. Et puis, au plaisir, on continue à se suivre. Et j'invite aussi tous nos auditeurs à vous suivre sur LinkedIn notamment, sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que sur le site, sur Twitter, etc., vous diffusez pas mal de bonnes informations sur ce que vous proposez en termes d'animation. Je tiens à souligner, c'est pas le cas de tous les clubs. Donc, je les invite vraiment à aller voir ce que vous faites au sein du Tango Bourges Basket. Merci Mathieu. Merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, ça veut dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.